Au Moyen Âge, les armes décidèrent de la vie et de la mort sur le champ de bataille, ainsi que du pouvoir des dirigeants. Des simples paysans aux nobles chevaliers, chaque combattant avait besoin d'un équipement fiable, qu'il s'agisse d'une épée, d'une lance, d'un arc ou d'une catapulte. La fabrication de ces outils mortels était un métier complexe, perfectionné au fil des siècles et souvent entouré de mystères. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les maîtres forgerons médiévaux et d'autres artisans créaient des épées et des haches légendaires, comment étaient fabriqués les arcs solides et les redoutables arbalètes. Nous pénétrerons également dans les secrets de la construction des machines de siège, et enfin, nous révélerons comment la poudre à canon a transformé à jamais l'armement de guerre. En plus, vous découvrirez des légendes surprenantes et des anecdotes fascinantes liées à la fabrication des armes, et nous dévoilerons bientôt à quoi servait prétendument la trempe des lames d'épée. Le métal, en particulier le fer et l'acier, constituait la base de la plupart des armes médiévales. Cependant, obtenir du fer de qualité n'était pas une mince affaire. Il n'y avait pas de hauts fourneaux modernes. Le fer était alors obtenu par la méthode dite directe. Le minerai de fer était fondu dans de petits fours à arbres avec du charbon de bois et une intense ventilation d'air. Les forgerons travaillaient avec acharnement, utilisant soit des soufflets à pied soit à main pour chauffer le foyer à la bonne température. Le résultat de la fusion était une gâteau de fer, ou loupe, un amas brut de fer forgé, rempli d'impuretés et avec une teneur en carbone inégale. Un tel semi-produit devait être forgé plusieurs fois, chauffé au rouge, divisé en petites parties et à nouveau soudé ensemble. Ce processus purifiait le matériau des scories et liait les couches individuelles en un ensemble solide. En répétant ce processus, on obtenait le fer à souder, un matériau tenace, à partir duquel on pouvait fabriquer des armes et des outils durables. Outre le fer lui-même, les fabricants d'armures avaient également besoin d'acier, soit du fer avec une teneur plus élevée en carbone, qui pouvait être trempé, traité thermiquement pour augmenter sa dureté. L'acier était plus rare que le fer doux au Moyen Âge. Il était obtenu par exemple par le chauffage répété de barres de fer dans du charbon, cémentation, ou par des fusionnements spéciaux qui ajoutèrent du carbone au fer. Même au Moyen Âge, l'acier pur de haute qualité était une matière première luxueuse. La plupart des armes métalliques étaient donc fabriquées par la combinaison de fer et d'acier. Les forgerons reliaient habilement des pièces de matériaux différents pour tirer parti des avantages de chacun. Le fer plus doux donnait à l'arme de la souplesse, tandis que l'acier plus dur assurait une lame ou une pointe tranchante. Cette union créait une lame à la fois solide et flexible, une combinaison idéale pour une arme blanche. Les ateliers de forgerons étaient à présent dans chaque grande ville, et même dans les villages, des forgerons habiles savaient travailler le fer pour lui donner la forme souhaitée. Un foyer chauffé au rouge, une enclume et un marteau étaient leurs outils de base. Le métal était chauffé dans le feu, puis façonné par des coups de marteau répétés. Lors de la fabrication d'armes, il était souvent nécessaire de chauffer et de forger le métal à plusieurs reprises pour obtenir la bonne forme et structure interne. Le maître devait estimer la bonne température en fonction de la couleur du fer chauffé. L'artisanat se transmettait généralement de génération en génération, et les secrets de certaines procédures étaient jalousement gardés par les forgerons et armuriers. Par exemple, dans l'Empire carolingien, les forgerons médiévaux précoces étaient réputés pour fabriquer les meilleures lames d'épée de leur temps. Leurs produits portant l'inscription Ulfbert étaient de telle qualité qu'on les retrouve dans les tombes de guerriers à travers l'Europe, de la Rhénanie jusqu'à Kiev. À l'époque, les dirigeants avaient même interdit l'exportation de ces épées, afin que la technologie secrète ne parvienne pas à l'ennemi. Mais les prestigieuses lames franques étaient quand même passées en contrebande, et ont inspiré les forgerons locaux jusqu'en Grande Moravie. Bientôt, nous regarderons de plus près certaines armes fabriquées dans les ateliers de forgerons. Nous vous expliquerons
comment une épée était fabriquée étape par étape, et quelles astuces les forgerons devaient maîtriser pour créer une arme digne des héros. L'arme la plus célèbre du Moyen-Âge est sans aucun doute l'épée. Fabriquer une bonne épée était l'un des défis les plus difficiles pour un armurier. L'épée devait avoir une lame tranchante, capable de traverser l'armure de l'adversaire et résister à de forts impacts. Elle ne devait ni se briser, ni se plier sous le choc. Les forgerons combinaient donc différents métaux, comme nous le savons déjà. Les épées du début du Moyen Âge avaient par exemple un noyau en spirale soudée de fer et d'acier, appelé damacé soudé, tandis que les bords de la lame étaient d'acier dur martelé ou soudé. La surface de ces lames présentait un motif ondulé finement embelli, chanté dans les sagas d'époque comme des serpents sur l'épée. Cette technologie était extrêmement complexe et coûteuse, mais elle donnait à la lame de bonnes propriétés à une époque où l'acier pur était rare. Au Haut Moyen Âge, avec le développement de la métallurgie, les lames damassées ont été abandonnées. Les épées du XIIe et XIIIe siècle ont souvent une construction plus simple. Par exemple, un noyau en fer avec des tranchants en acier trempé ou une lame constituée de plusieurs couches d'acier forgé. Au plus tard, au XVe siècle, des épées presque entièrement forgées en acier de haute qualité ont commencé à apparaître, l'acier étant devenu plus accessible grâce aux nouvelles usines sidérurgiques. Comment la fabrication d'une épée chevaleresque se déroulait-elle concrètement ? Elle commençait par le choix du matériau. Le maître forgeron préparait des barres de fer et d'acier et les soudait ensemble dans le foyer, en une seule pièce brute. Cette pièce était ensuite forgée à chaud pour former une longue bande, et progressivement elle prenait la forme de la lame. Vers la pointe, la lame était affinée et amincie. Des tranchants aiguisés apparaissaient sur les côtés. Souvent, le forgeron créait également une rainure longitudinale, gorge, au centre de la lame, un moyen de rendre l'arme plus légère et un peu plus souple. Après le forgeage de la forme brute, venait le long processus d'affûtage et de polissage. La lame devait être lissée et affûtée pour couper de la meilleure façon possible. Le moment clé était le trempage. Le forgeron chauffait la lame jusqu'à ce qu'elle devienne blanche-jaune, puis la refroidissait rapidement, généralement dans un bain d'eau ou d'huile. Cela durcissait l'acier, mais le rendait aussi cassant. Il fallait donc ensuite tempérer la lame, la chauffer prudemment à nouveau, pour relâcher les tensions internes et donner à l'acier la flexibilité nécessaire. Une lame trempée et tempérée correctement ne se fend ni ne plie lors d'un coup. Les forgerons médiévaux avaient développé tout un rituel autour du trempage, utilisant divers bains et méthodes parfois bizarres. Selon les légendes, les épées étaient trempées dans le sang de dragon, voire dans le sang d'un esclave robuste. Ces récits effrayants témoignent de la mystique qui entourait la fabrication des épées. La lame finie, le forgeron ajoutait une poignée. Il montait une garde, une croix métallique, un manche en bois, et en haut, un pommeau. Le tout était fixé par un rivet traversant la poignée. L'épée était prête, une arme équilibrée et efficace ainsi qu'un symbole de statut. Il n'est pas surprenant que les meilleures épées aient coûté une fortune. Encore au XIIe siècle, l'épée était l'apanage prestigieux des chevaliers et des seigneurs. Les simples soldats devaient se contenter d'armes moins coûteuses.